les 50 dernières années, disons. Plan quartier de Choudi. Voilà, ici un exemple. On a une esplanade, donc un espace collectif, un grenier avec des dépôts, un secteur militaire, une citerne, une place et une grande place. Changshan, capitale de l'Empire chinois sur la côte nord du Pérou. Voilà un autre type d'appareillage. L'usage de la pierre est également ancien. Certains édifices de l'horizon ancien comportent des parements de moellons irréguliers. Vous voyez, on a des moellons de toutes sortes de grandeurs, mais c'est pas mal non plus. Hein. Et celui-ci apparaît régulier, celui-ci en pierre de taille apparaît à Chaville. La pierre de taille, ça veut dire de la pierre qui est déjà sérieusement dure. Hein. Et deux assises étroites, deux assises très hautes. Par exemple, les enceintes de Sacsayhuaman au Pérou. Donc l'architecture est sévère, imposante, elle a un caractère guerrier. Hein. Il y a donc par exemple les enceintes de Sacsayhuaman, la citadelle du Machu Picchu et le temple du soleil à Cusco. Ça, c'est les trois grands importants que vous trouvez. De ça, c'est un petit texte qui vient de ce votre petit bouquin. Vous savez, celui que je disais où j'allais souvent chercher les questions. Là. Et célèbre à la taille de ces pierres qui a permis un ajustage sans mortier absolument parfait. En raison de la puissance de leur construction, on a dit les Incas qu'ils étaient un peuple d'architectes. Voilà. Regardez, moi, oui, moi, je trouve ça c'est impressionnant, cette forteresse. Pesant plusieurs tonnes chacun, a été utilisé pour la construction de sa triple enceinte. L'ensemble voisin plusieurs styles comportait non seulement des tours, mais aussi à l'intérieur de la forteresse, un temple du soleil et une résidence pour l'Inca, entourée de maisons formant une véritable petite ville. Les gradins sont aménagés dans le centre cérémoniel, où prennent place le monarque et sa cour lors de fastueuses cérémonies, véritable feu d'artifice d'or, d'argent, de costumes aux couleurs vives et de plumages éclatants, ravis aux oiseaux peuplant les abords de la forêt amazonienne. Voilà. L'autre caractéristique propre à cette civilisation est l'inclinaison des murs de 10 à 15 degrés. Cet élément permet une meilleure résistance au mouvement sismique, ainsi que les niches, les fenêtres et portes de forme parézoïdale, et c'est également antisismique. Ça. Alors, les appareils Inca se caractérisent enfin par un assemblage à joints vifs, régulier, voilà, bisac ou polygonal. Donc, il peut être carré, mais ça peut être en forme de avec 5 côtés ou plusieurs. Enfin, Machu Picchu, ça c'est le plus connu. Hein. C'est la ville forteresse, il y a des quartiers d'artisans ici. C'est un exemple typique de l'architecture inca, avec les blocs de pierre qui se superposent sans mortier. Voilà, toujours le Machu Picchu, qui s'appelle une vieille montagne, qui a été construite, on pense, entre 1400 et 1500 par l'Inca Pachacuti. Les Incas ignoraient la roue et l'écriture. Donc imaginez, pour transformer leur bloc. Ils bâtirent cependant un empire qui s'étendait sur 3680 km le long des Andes. 3600 km, c'est déjà un sacré trajet hein, pour unifier et régner sur des peuples aussi lointains les uns des autres. Depuis qu'elle a été découverte le 24 juillet 1911 par l'américain Hiram Bingham, à 2400 mètres d'altitude situé entre les Andes et la forêt amazonienne, le Machu Picchu est considéré comme l'un des monuments archéologiques et architecturaux les plus importants de la planète. Ça devait être quand même étonnant. Hein? Donc, on est à 2450 mètres de hauteur, d'altitude, sur un éperon dominant l'Urubamba. Machu Picchu fait partie du réseau des cités, à la fois relais de commerce et colonie agricole. Construit par les Incas vers la fin du XVe siècle sur le chemin de la forêt amazonienne. On distingue nettement la partition de la ville, au sud une zone de terrasse d'un usage à la fois défensif et agricole, au nord une zone d'habitation fort dense. Cette frontière est à son tour divisée en deux secteurs à l'architecture différente. Bon, autrement dit, vous aviez les paysans qui cultivaient, la cité de l'Inca et puis la maison avec les autres. Quoi. Voilà, les terrasses agricoles.
série de fontaines échelonnées. Vous voyez le raffinement. On estime que 1200 personnes pouvaient vivre à Machu Picchu. On a dénombré 200 constructions différentes. Les fouilles archéologiques réalisées après la visite de Bingham ont permis de conclure que le terrain a été remblayé au préalable avec un matériau qui n'appartenait pas au site, étant donné que le sol de ce dernier, formé par un socle de granit, est très pauvre en terre fertile. Donc ça veut dire que pour faire leur terrasse cultivée, ils ont amené de la terre, en plus des gros cailloux. À côté de cette pierre du soleil, Intihuatana, on y voit une place où vraisemblablement l'Inca ou un grand prêtre pouvait parler aux habitants de la cité, tant l'acoustique y est parfaite. C'est pas vrai. C'est pas vrai? Non. Ça, c'est le temple au soleil. C'est l'observation Sûrement, sûrement. Mais comme il est sur la place, parce que les petits temples, là il y a un temple pour l'observation solaire sur ce site. Hein. Ça c'est un endroit qui donne sur la place. Parce que quand ce sont des endroits pour l'observation solaire, en général ils sont situés bien dégagés, ils n'ont pas une montagne derrière eux. Hein. Enfin bon, ça je crois que c'est une tour pour l'observation solaire, celle-là. Par contre, ce qui est intéressant, je vous en avais déjà montré chez les Mangbetu, par exemple en Afrique, ils pratiquaient pour les jeunes filles nobles l'élongation des crânes. Et même parfois, on a des traces de comment est-ce qu'on appelle encore ça? Aller dans le cerveau. Il y a des des opérations du cerveau. Préparation cardiaque. Non, il y a un thème de ça. J'entends pas les 10 000 qui savent la Préparation. Préparation, merci. Ah, vous me soulagez. C'est super. Ce genre de truc, c'est quand tu arrives à la maison, ça te revient. Détail d'une porte Sacsayhuamán. Une série de portes monumentales, de forme trapézoïdale, permettant d'accéder aux 3 terrasses superposées de la forteresse. En cas de danger, on les fermait à l'aide de panneaux de bois assujettis par des poteaux croisés. C'est ici l'un des plus parfaits exemples du style d'appareillage à joint vif, cyclopéen, caractéristique des édifices militaires incas. Vous voyez, cyclopéens parce qu'ils sont énormes, à joint vif parce qu'il n'y a pas de mortier, c'est comme ça. Et quoi encore? Cyclopéens parce qu'ils sont immenses. Donc vous voyez, en plus, vous voyez, les portes sont en enfilade, ce qui permet de les fermer et de retenir un moment l'ennemi. Donc on avait vu le Sacsayhuamán, le Machu Picchu, et maintenant on va aller voir le temple du soleil. Donc aussi s'élève par la taille de ces pierres, ajustage mortier. Voilà. On est toujours là. Alors, on a déjà dit alors le Pérou. La région côtière du Pacifique, l'actuel Pérou n'a reçu que 11 000 ans avant notre ère, ses premiers habitants, issus de peuplades déjà fixés dans l'Amérique mexicaine. Ils vivaient de la chasse et de la cueillette. Leur état social est révélé par quelques poteries primitives. Ce n'est que vers 2500 avant Jésus-Christ qu'ils s'organisèrent domestiquant les animaux, le lama et l'alpaca. La région était inhospitalière entre des montagnes abruptes et des déserts, se constituèrent des colonies clairsemées, dont l'isolement déterminera le particularisme de leur évolution. Vous voyez, le milieu entre montagne et désert va faire qu'on va avoir des petits groupes qui vont en général vivre de manière assez isolée. Ce n'est donc, voilà, le lama et l'alpaca, ben, on connaît tous ça. On a tous vu ça, non? Même des différences entre montagne à bout, voilà, regardez-moi ça. C'est joli. Voilà, ici par exemple une calebasse incrustée de petits coquillages, vous voyez. Sculpture a permis de confectionner le félin. C'est de la ronde bosse. Qu'est-ce que c'est de la ronde bosse? On peut tout tourner. On peut tourner autour, c'est bien. La fourrure de l'animal se met d'incrustations circulaires pouvant figurer les ocelles du jaguar, bien sûr.
Le jaguar, c'est un animal qui est assez mythique chez eux. Et donc les ocelles, c'est les petites taches. Hein. Alors au niveau ici, c'est un tissu chimou. Donc je vous ai dit pêche, agriculture, irrigation. Ils disent que les Chimous étaient adorateurs de la lune quand les Incas, eux, vénéraient plutôt le soleil. Pour les Chimous, le soleil était destructeur. Vous voyez ici, ils ont un tissage sur lequel ils sont venus laisser tous des petits fils noués. Voilà, ici c'est tout le Chan. Alors vous avez ici des objets à faire avec des plumes de vêtements. Donc vous voyez, quand c'est seulement un trou qui est fait là, et on passe, hein, c'est la même chose. Ce sont des vêtements non découpés. D'ailleurs, quand les colons sont arrivés avec des vêtements découpés, pour les Incas, c'était un véritable sacrilège de découper dans les tissus. Voilà, ici, vous avez des animaux. C'est en plume, hein? Quelle merveille. Et cette géométrie, je vous disais qu'ils adorent et qu'ils déclinent à tous les temps, à tous les mois. Alors, bon, des tissus zoomorphes, donc avec des figures animales synthétisées, anthropomorphes, des figures humaines ou géométriques, qui caractériseront le textile andin au cours des 4 millénaires suivants, motifs qui reprendront inlassablement les différentes cultures qui se succéderont. Ici, on a un fragment de tissu. Bon, le tissu, ça n'est pas fait pour tenir très longtemps, ça pourrit vite, évidemment. Ici, daterait de 1000 avant Jésus-Christ. Bon, par les déserts, ça c'est une bonne, comment dire, une bonne disposition pour conserver les tissus. Là, c'est là qu'on a pu en trouver. Donc, je vous ai dit maïs, fèves, courge, mais aussi la fibre textile, le coton. La civilisation andine se caractérise par 4 grandes révolutions: l'irrigation, j'en ai parlé, le système des terrasses, on a vu, la conservation des aliments par le froid ou la dessiccation, et le tissage sur métier à lisse. L'invention majeure que constitue le passage de la fibre unidimensionnelle aux vêtements bidimensionnels sera portée par les Indiens d'Amérique du Sud à un niveau rarement égalé dans le monde préindustriel. Alors ici, par exemple, ces sculptures sont carrément fichées, un peu comme des gargouilles chez nous, fichées dans l'appareillage de pierre, dans le mur. Ici, c'est le nouveau temple de Castillo à Chavin de Huantar. Et on est là encore à 800 avant Jésus-Christ. Il y a des figures grimaçantes. Donc, dès le 9e siècle avant Jésus-Christ, se trouve installé sur les hauts plateaux du Nord le peuple Chavin. Il a construit à Huantar un temple à 3 étages, des dalles de cellules, dont l'une abrite la grande image monolithe de granit blanc haute de 5 mètres, gravée en relief de combinaisons de courbes entrelacées. Interprétation d'une figure humaine à crocs de jaguar. Le linteau du portail est décoré d'une frise gravée en léger relief d'oiseaux éployés, réduit par une stylisation habile à des formes géométriques et cependant clairement lisibles. Le formalisme chavin s'est perpétué pendant quelques 500 ans. Ces sculptures traitent surtout le jaguar et le faucon, parfois transfigurés par une intrusion du fantastique. Ces animaux sont bordés de têtes de serpents. Le relief est obtenu par évidement du fond. On a toutefois trouvé quelques têtes isolées qu'un tenon devait fixer sur le corps. La sculpture chavine n'a donc pas ignoré la ronde bosse. Donc c'est un village des Pieds Rouges. Hein. Voilà, ça c'est, regardez cette immense sculpture ici, d'une seule pierre de 5 mètres, qui est gravée en relief, comme je vous disais, hein, avec des courbes comme ça, avec une espèce de figure humaine qui aurait des crocs de jaguar. Le anthropomorphe. Ici, un linteau, avec, ici moi je vois plutôt un chat qu'un oiseau, mais voilà. Mais en tout cas, on reconnaît les animaux, là c'est plutôt un être humain.
Et vous voyez, tête contre tête, c'est rigolo, c'est vraiment. Ce type de. Comment dire. D'héritage que chez nous, les romans avaient déjà recueilli de l'Orient. Tête contre tête, dos contre dos, nez contre nez, s'amuser comme ça avec les personnages. Là, il y en a un au milieu. De nouveau, une de ces petites têtes chavines qui sont plantées comme ça dans le mur. Alors, le groupe Chavine va s'effacer et laisser place aux Mochikas. Donc ça, c'est à peu près vers 500 avant Jésus-Christ. On a les Mochikas, qui eux sont très forts pour, donc de 200 à 700, qui sont très forts notamment pour les poteries. Et spécialement la poterie, un art consommé dont témoignent les vastes portraits d'un réalisme et d'une largeur de style incomparable. Orfèvres non moins habiles, les Mochikas ont exécuté en ronde bosse en or une dépouille de pouma chargée de patrouille dont le ventre forme un sac. Tout son corps est orné de figures géométriques représentant en repoussé des serpents bicéphales. Le repoussé, vous connaissez la technique, vous voyez ce que c'est? Non? Ben c'est une technique qu'on utilise avec une feuille de métal. On repousse l'or. En général, on met derrière quelque chose de mou, de la poix. Et alors, on peut travailler le métal comme ça, en lui donnant une forme, en le poussant sur un truc mou. Il ne faut pas aller trop fort, sinon vous allez casser la feuille. Hein. Et après, parfois, on peut regraver encore ça. Nos chasses, les chasses, vous voyez, les reliquaires chez nous sont souvent faits avec cette technique-là. Et là, c'est dans la pierre. Ou dans la terre, comme ici, vous voyez. Donc là, on gratte, on sculpte la tête. Alors, vous voyez, les têtes sont assez expressionnistes. Hein. Regardez les fameuses têtes dites réalistes, les Mochikas. Là, ici, elles sont reconnaissables. Non? Voilà une autre. Voilà, ce sont des vases en forme de tête humaine. On est à peu près à 500 avant Jésus-Christ. Donc on a déjà des sculptures assez impressionnantes. Ici, j'en ai encore une autre. Ici, je vous ai mis un pectoral en or, à défaut d'avoir le puma en question. Alors, la civilisation mochica fut continuée par les Chimous, qui décoraient les murs de leur temps des combinaisons de signes ornementaux et alternant avec des figures stylistiques et d'oiseaux, surtout d'oiseaux. Ça, je trouve ça très amusant, le long des côtes, comme ça. Vraiment, j'aime bien voir les oiseaux à la mer, ou pas. Et bien là, ça remplit des vêtements avec des espèces de mouettes et tout ça, c'est super. Donc, l'Empire Chimou fut envahi vers 600 de notre ère par un peuple du Sud animé par un clergé militant, dont le temple s'élevait à Tiwanaku, à l'altitude de 4500 mètres. Ça, c'est toujours les Chimous. Vous voyez qu'ils ont fait des espèces d'oiseaux, vous les voyez là? Tout autour. C'est de la daube de nouveau. Hein? Ici, on voit mieux l'oiseau. Ici, voilà, donc c'est la culture de Tiwanaku en Bolivie. C'est ce qu'on appelle la porte du soleil, de nouveau, avec de nouveau un linteau sculpté, plutôt bas-relief, et là un haut relief au centre. Donc nous sommes à 15 km au sud-est du lac Titicaca, à plus de 4000 mètres d'altitude, là, sur le haut plateau bolivien. Ce site s'étend sur 420 hectares, mais le noyau cérémoniel ne couvre que 30 hectares. La période préhispanique comprend 5 phases chronoculturelles. Les phases 1 et 2 mal connues précèdent d'importants développements culturels des phases 3 et 4, qui correspondent aux principaux vestiges et édifices du site. Au cours de la phase 3, jusqu'à peu près 500 après Jésus-Christ, apparaît un pouvoir politique théocratique et centralisé, qui dominera ensuite le haut plateau. L'influence de la culture Tiwanaku se diffuse jusqu'au rivage du Pacifique, dans les hautes vallées et le piémont est des Andes, où l'on retrouve ces thèmes iconographiques sur la céramique, les textiles, les sculptures sur pierre, bois, os.
Alors, entre 300 et 600, donc phase 4, c'est l'apogée de cette culture qui, à ce moment-là, s'étend presque jusqu'au Pacifique. Et la phase 5, donc entre 600 et 1100, ou dite tardive, l'Empire s'effondre vers l'an 1000, sans que l'on puisse encore expliquer pourquoi. Voilà. Tiwanaku, on a à nouveau cette F qui vient de se ficher dans les appareils cyclopéens. Et là, de nouveau, regardez-moi, celui-là avec ces deux clés, tu vois, celui-là, la dimension. Donc, c'est dû de la culture chavine. Ici, je crois que je n'ai pas mis la dimension. Mais c'est assez immense. Regardez-moi ça. Donc, ici, on est où? En Bolivie. Oui, en Amérique. Donc, d'abord Amérique du Sud, Bolivie. Et pour l'instant, je n'ai pas tout. Ils a dit que c'était quoi? Moi, je dis toujours ces deux bâtons, il a dit. Oui, ben. Impressionnant, c'est les immenses sculptures. Hein. Je sais pas combien c'était. Tiwanaku. Ben non. Donc on avait vu donc, les enseignes de cette cour-là, le Machu Picchu et le Temple du Soleil à Cusco. Voilà. Vous vous rappelez les trois, c'était les trois enceintes. Regardez le petit bonhomme à côté, ça vous donne l'échelle, ça. Le Machu Picchu. Alors, on a quelques gravures qui nous viennent aussi donc d'Antonio de Herrera en 1601. Il y a une lettre de 1000 pages qui est parvenue, une sorte de compte rendu aux autorités espagnoles, qui raconte et qui décrit, il y a même eu, semble-t-il, un curé qui était chargé justement de noter, de faire raconter dans les détails